bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes bien au débat, hein, je vous précise que vous êtes bien au débat sur les relations internationales demain. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir à ce débat, cette table ronde, Sylvie Bermann, qui est Madame l'ambassadeur, plus de 40 ans dans le monde diplomatique. Vous avez été notamment ambassadeur de France en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Donc un parcours. Et vous avez été affecté à Hong Kong, à New York. Et vous êtes surtout autrice. Est-ce qu'on dit auteur ou autrice alors? Qu'est-ce que vous préférez? Auteur. Donc vous avez commis un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier, Histoire d'une amitié sans limite, chez Taillandier 2025. Entre qui et qui? Entre l'ours et le dragon, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Bien sûr. Dans l'ordre alphabétique, Frédéric Ancel, qui est docteur HDR en géopolitique de l'Institut français de géopolitique Paris 8, professeur de questions internationales à Sciences Po, fondateur, et ça c'est important, vous y tenez, des rencontres internationales de géopolitique de Trouville-sur-Mer, directeur de la collection géopolitique, et je ne vais pas lire tout le CV, mais quand même auteur de 18 ouvrages, dont le dernier, La guerre mondiale n'aura pas lieu. Un titre un peu provocateur. Vous explique. Je me suis pas trompé. Nathalie Loiseau, qui est vous êtes connue comme ancienne ministre, présidente de la commission spéciale sur le bouclier européen. Donc, en fait, c'est la lutte contre les ingérences. Vous êtes aussi, vous siégez à la commission des affaires étrangères et de la défense de la communauté européenne. Et vous êtes une spécialiste de l'Europe. Xavier, c'est un peu le canard dans la couvée, hein. C'est le DRH. Alors on va voir la géopolitique du point de vue de l'entreprise. Xavier est directeur des ressources humaines de l'organisation et la transformation pour le groupe SOR. Et le groupe SOR, pourquoi cette entreprise est intéressante dans le cadre de cette table ronde? Gère quelles ressources? De l'eau. Et bien sûr, donc une ressource éminemment stratégique, source de conflits et aussi, on disait tout à l'heure, de paix. Donc, vous avez été, Xavier, vous avez une carrière très internationale, parce que vous avez été très jeune DRH monde d'une société quand même importante, Otis Elevator, également chez Bureau Veritas et du groupe SCOR, et aujourd'hui donc chez SOR. Alors, nous allons avoir un débat qui va s'organiser en 3 temps. Le premier temps, j'allais dire, c'est une organisation assez classique. 5-6 minutes, chacun et chacune de mes partenaires ici va s'exprimer un peu, va donner son point de vue sur la question de la table ronde qui est les relations internationales demain. Ensuite, on va faire un petit débat entre nous pendant environ une trentaine de minutes. Et après, je vois 2 jeunes à premier rang qui vont nous poser des questions, des jeunes qui sont issus d'une école, qui font leurs études dans une école de journalisme. Et vous aurez, vous, la salle, évidemment, le dernier quart d'heure pour poser des questions. Alors, je vais commencer par le professeur académique sur les questions de géopolitique. Frédéric, c'est la réponse à la question posée, quid demain sur ces relations internationales? Voilà. Merci beaucoup. Très honoré d'être là, et notamment parmi un aréopage de prestige. Non, je ne suis pas un faillot, hein, vous allez vous en rendre compte d'ailleurs. Hein. Je suis vraiment très honoré d'être là. 2 points, si vous le permettez, monsieur le président de séance. Le premier consiste en une très grande hostilité au café du commerce géopolitique. Je suis pour la décafé-du-commercialisation de la géopolitique. On en fait beaucoup, hein, comme monsieur Jourdain faisait de la prose. La géopolitique, pour moi, c'est une démarche des relations internationales, et je me réfère à mon maître Yves Lacoste, 96 ans et demi, qui est le fondateur de la revue Hérodote, dont je vous recommande d'ailleurs la lecture trimestrielle, en 1975. Bientôt le 200e numéro, celui qui vient de paraître d'ailleurs, s'intitule Géopolitique des antisémitismes, au pluriel. C'est intéressant parce que vous noterez qu'on ne travaille pas à l'Institut français de géopolitique seulement sur un pays, sur une mer, sur un conflit en particulier au sens classique du terme, mais on travaille aussi de manière très transversale. Et la géopolitique, ce sont d'abord des rivalités de pouvoir. Il n'y a pas de géopolitique s'il n'y a pas de rivalité de pouvoir
en général entre des États. En tout cas, on travaille sur l'acteur principal des relations internationales, qui est l'État depuis au moins les traités de Westphalie de 1648. La géographie est strictement incontournable, mais y compris à l'heure du cyberespace. Aujourd'hui, et je parle sous ton contrôle, ce qui se passe en Ukraine est aussi, peut-être même surtout, très géographique dans la façon de combattre des uns et des autres. Et je vous passe le Proche-Orient, je vous passe l'Afrique des Grands Lacs, notamment le Congo oriental. Et enfin, des représentations. Il n'y a pas de géopolitique, et à mon avis, il n'y a pas de réflexion sérieuse dans les relations internationales sans se préoccuper de manière extrêmement forte et très fine des perceptions identitaires collectives sur des temps très longs, cher à Fernand Braudel. Voilà. La représentation. Comment Poutine se représente le pouvoir, la force, la paix, la guerre, les Européens, la place de la femme, l'Ukraine bien évidemment, les Occidentaux, etc. Comment les Israéliens et les Palestiniens, des Israéliens et des Palestiniens, parce que ce ne sont évidemment pas des sociétés monolithiques, se représentent. Leur propre terre, leur histoire, leurs livres saints respectifs, etc. Et donc la représentation, pour moi, est tout à fait fondamentale dans l'étude des relations internationales. C'est le premier de mes 2 points. Puis le deuxième, pour continuer de vous répondre concrètement, c'est, me semble-t-il, le maintien, les relations internationales demain, c'est le maintien, je peux tout à fait me tromper, bien évidemment, ça procède d'un débat, le maintien de l'État comme acteur principal. Je veux dire, il y a effectivement un additionnement, peut-être pas une multiplication, mais un additionnement des acteurs non étatiques ces dernières années, ces dernières décennies. Il n'y a jamais eu autant d'ailleurs je crois à la fois quantitativement et qualitativement, autant de particuliers qui, parce que multimilliardaires, pouvaient influer d'une façon ou d'une autre sur l'économie de tel ou tel pays ou sur la politique de tel ou tel régime en place. Il n'y a jamais eu autant d'ONG, d'ailleurs à l'époque, il y a longtemps ça n'existe pas, la Compagnie des Indes était peut-être une ONG, enfin, ça me paraît un peu douteux. Aujourd'hui il y en a beaucoup, vous avez d'autres types d'acteurs, des multinationales bien évidemment, mais je pense que la nature de la puissance de l'État demeure, et je pense demeurera, mais ça fait l'objet d'un débat bien évidemment, en tout cas demeure aujourd'hui, me semble-t-il, plus considérable que la nature de la puissance du non-État. Je résume, si la République du Burundi est objectivement faible en tant que puissance aujourd'hui, ce n'est pas d'être un État. Si aujourd'hui la boîte, enfin, l'une des boîtes ou les boîtes de M. Musk sont extrêmement puissantes, ce n'est pas de ne pas être des États, c'est d'être puissantes. Elles correspondent à des critères, des paramètres de la puissance, de la projection de puissance. Et on aura le temps, je pense, tout à l'heure d'évoquer cette composante fondamentale des relations internationales, donc la puissance. Et le Burundi est faible, d'être faible intrinsèquement, mais pas d'être un État. Donc moi, je suis de ceux qui considèrent que, à l'heure actuelle, les 193 États recensés au sein des Nations Unies, plus une dizaine d'autres, non observateurs ou non reconnus, constituent encore aujourd'hui les acteurs principaux et en tout cas les plus puissants parmi eux, et notamment les États-Unis. Je pense que là, il n'y aura pas beaucoup de débat. Dans une certaine mesure, la Chine, en tout cas dans son périmètre, demeure les acteurs les plus fondamentaux des relations internationales. C'est formidable. 5 minutes chrono. Alors, juste un petit point. Si les grandes structures internationales qui sont dénoncées d'ailleurs par Durham Pauli dans son dernier livre, en fait, vous n'y croyez pas. C'est vraiment ces États restent les acteurs les plus puissants. Alors voilà, je ne dis pas que je n'y crois pas. Je dis qu'en termes de projection d'influence et de puissance, oui. Le hard power demeure plus considérable que le soft power. Le soft power est très sympathique, il est très soft, mais il n'est pas très powerful en réalité, fondamentalement, me semble-t-il. Donc je pense qu'à la fin des fins, ce qui permet d'obtenir davantage de moyens alors, pardon, je vais employer un gros mot, de coercition, c'est un moyen en tout cas pas seulement d'influence, mais de puissance, et parfois à imposer à des voisins ou d'autres États d'ailleurs, ça passe quand même, malheureusement, mais ça passe quand même, me semble-t-il encore, voire peut-être plus que jamais, avec le retour quand même de politiques très agressives, très impérialistes, par le hard power. Quant au groupe d'États, au groupement d'États, je pense qu'on confond, je le dis d'un mot, je pense qu'on confond trop souvent la nature des groupements d'États. L'OTAN est composée d'États qui sont militairement alliés, et qui en principe
se doivent mutuellement assistance. Pardon, ce n'est pas le cas du groupe de Shanghai, ce n'est pas ce qu'on appelle le groupe de Shanghai, ce n'est pas le cas de l'ALENA, ce n'est pas le cas de la CEDEAO en Afrique, etc. Et je pense qu'on confond là encore la nature de ces groupes d'États. Merci. Alors, Nathalie, face à cette première présentation, votre réaction par rapport à votre expérience évidemment européenne et ailleurs? Alors, je suis ravie d'être là pour tout un tas de raisons, d'être là tout court, et d'être là parce que, pour une fois, je vais un tout petit peu contredire mon ami Frédéric Ancel. Ah ben pour une fois, ils ne sont pas d'accord. Et alors, dites-vous bien, c'est historique, parce que ça n'arrive jamais. Je pense qu'on est dans un moment de l'histoire, et qu'on n'en est pas sorti de sitôt, où il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières entre la paix et la guerre. Nous ne sommes pas en guerre, ou pas encore, mais nous ne sommes plus tout à fait en paix. Il n'y a plus de frontières entre le civil et le militaire. On voit aujourd'hui, pendant des décennies, on nous a dit que l'avantage des industries d'armement, c'est que toute la recherche qu'elles faisaient finissait par ruisseler sur les entreprises civiles et elles en bénéficiaient. Aujourd'hui, c'est le contraire qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le fabricant de drones destinés à survoler des lignes électriques ou des voies ferrées est plus agile et apporte une valeur ajoutée aux industries d'armement qui avaient prévu pendant longtemps des drones militaires beaucoup trop lourds, beaucoup trop inadaptés à la guerre d'aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de frontières entre l'étatique et le non-étatique. Et là, je vais développer un petit peu pour contrarier mon voisin. Le terrorisme, c'est typiquement une action non étatique qui s'en prend à des sociétés pour les terroriser comme son nom l'indique. Et le terrorisme a malheureusement de beaux jours devant lui. Aujourd'hui, pour l'essentiel, en Afrique, qui est devenu le continent du terrorisme djihadiste, il y a un quasi-continuum entre le Sahel et la Corne de l'Afrique. On a célébré, commémoré les 10 ans des attentats du Bataclan et des autres. Tout ça est en réalité très proche. Ces acteurs non étatiques peuvent fragiliser ou en tout cas faire peur à des États, y compris puissants, et ils entrent puissamment dans la psyché des peuples, avec des répercussions. Et naturellement, l'exemple le plus récent, c'est le 7 octobre. C'est le Hamas qui attaque Israël, et pas nécessairement des États, y compris les États qui soutenaient le Hamas, qui lui ont dit de le faire. Mais ce ne sont pas les seuls acteurs non étatiques qui aujourd'hui pèsent fortement sur la vie des nations. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait des années que je m'intéresse aux ingérences étrangères, y compris quand c'était pas encore trop la mode. Aujourd'hui, les ingérences étrangères sont plus fortes que jamais. Par exemple, en Europe, la France a le triste privilège d'être le deuxième pays le plus ciblé par la Russie, le premier étant l'Ukraine. Mais le deuxième n'est pas à l'Est ou en Europe centrale, c'est la France. Et comment procède la Russie aujourd'hui pour toutes ces ingérences, qu'il s'agisse de manipulation de l'information, qu'il s'agisse de cyberattaques, de tentatives de division des opinions, quand il y a des mains rouges sur le mur des justes, quand il y a des étoiles de David sur les murs de Paris, quand il y a des têtes de cochons lancées sur des mosquées. Ce ne sont plus les services de renseignement russes qui agissent eux-mêmes. Ce sont des criminels de droit commun à la petite semaine, des petits mafieux qui, entre le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, proposent du service complet de l'ingérence low cost à la petite semaine. Et les États autoritaires ont recours à eux, mais eux sont là et ils sont disponibles dès que vous en auriez besoin. Et puis, dans les acteurs non étatiques, les grands courants religieux, et je n'ai pas forcément parlé de celui auquel beaucoup pensent et que beaucoup caricaturent, mais un exemple, la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes a été combattue très violemment
sa ratification par un certain nombre de pays a été combattue très violemment, pas par des États, par les évangéliques américains, avec énormément d'argent derrière. Et ils n'ont pas baissé les bras puisque on pensait que le débat était clos. Et un pays comme la Lettonie aujourd'hui est en train de se dire que finalement il ne va pas ratifier cette convention d'Istanbul. Et évidemment, les grands acteurs de la tech, qu'ils soient américains ou chinois. Alors chinois, ils sont alignés avec le Parti communiste. Aujourd'hui, depuis l'investiture de Donald Trump pour son deuxième mandat, l'administration Trump rend service aux grands acteurs de la tech. Mais enfin, ça n'est pas seulement qu'Elon Musk n'est pas forcément la personne avec qui vous iriez dîner, enfin, en tout cas pas moi, c'est que les grands acteurs de la tech nous imposent des règles et ne respectent pas celles que nous avons choisies, ne respectent pas nos lois. Aujourd'hui, X vous explique que les règles de communauté sont plus importantes qu'une loi européenne. Donc cet aspect, cette frontière-là, entre étatique, non étatique, c'est beaucoup flouté, civil, militaire, guerre, paix, et quelque chose qui peut être inventé à l'autre bout du monde, une manipulation de l'information, je pense peut-être au moment du Covid, quand la Chine avait inventé que le virus du Covid avait été créé dans un laboratoire militaire américain. C'était pas très original, c'était un vieux truc que la Russie avait tenté sur le sida. Quand la Russie l'avait tenté sur le sida, ça avait mis 3 ans, cette fausse information, à faire le tour du monde. Quand la Chine l'a tenté sur le Covid, ça a mis 3 minutes. Merci. Donc c'est bien. Pour une fois, on a un petit désaccord. Alors, Sylvie, est-ce que vous allez sur la même lignée de Frédéric ou de Nathalie, ou vous avez une position différente ? Non, mais en fait, moi je suis d'accord avec les deux. En réalité, les États n'ont quand même pas disparu et c'est quand même entre eux que se passent aussi des négociations quand il y en a. Et bien évidemment, tout ce qu'a décrit Nathalie est tout à fait juste sur effectivement les acteurs non étatiques. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans un monde de transition. Alors, je me réfère souvent à Gramsci qui disait que le monde ancien est mort, le monde nouveau n'est pas encore advenu, et dans ce clair-obscur surgissent tous les monstres, et c'est vraiment ce qu'on constate aujourd'hui, les monstres décrits par Nathalie, effectivement les phénomènes de terrorisme, d'ingérence, les guerres également, la guerre d'agression en Ukraine, bien sûr le 7 octobre et la suite, mais même la crise du Covid, en fait, ça faisait partie de ces signes noirs dans un monde complètement en transformation. Alors moi, je pense qu'on a parlé des États, des acteurs non étatiques. Il faut parler des hommes aussi, parce que moi, j'ai fait des études d'histoire à l'époque de l'école des Annales. L'école des Annales niait l'événementiel, niait le rôle personnel, effectivement, des acteurs et considérait que c'était uniquement des grandes tendances. Or, la guerre en Ukraine, c'est la guerre de Poutine. C'est lui qui l'a déclenchée et sans Poutine, il n'y aurait probablement pas eu cette guerre. Le Brexit, c'est Boris Johnson. Sans lui, il n'y aurait pas eu, effectivement, de Brexit. Le rôle de Donald Trump est une évidence absolue et ça reste l'homme le plus puissant au monde actuellement, malgré ses foucades. Xi Jinping a changé également la Chine en durcissant les règles. Il y a beaucoup d'autres exemples. Donc on ne peut pas nier cela. On est aussi à une époque où finalement c'est les rapports de force qui comptent essentiellement. Et c'est la fin d'un véritable multilatéralisme. D'ailleurs, l'ONU a totalement disparu. En tout cas, le Conseil de sécurité est paralysé. Alors là aussi, j'ai une autre citation, mais je remonte beaucoup plus loin. C'est Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse. À un moment, l'île de Mélos vient voir les Athéniens pour demander la clémence, et en disant, mais nous, on est neutres, on ne veut pas se mêler de ces guerres. Et les Athéniens répondent non, la clémence, l'équanimité, c'est entre puissances et les petits n'ont qu'à s'incliner. Et c'est vraiment la vision aujourd'hui qu'ont Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, etc., Erdogan, MBS, enfin tous les acteurs de ce monde. Et on est malheureusement dans une époque où c'est le rapport de force qui prévaut.
Et donc, c'est assez difficile, effectivement, pour les démocraties, ou surtout pour l'Europe, et je sais que vous voulez en parler plus tard, de s'affirmer comme un acteur et de faire prévaloir un certain nombre de règles. Donc vous êtes, de ce point de vue-là, en accord avec Frédéric qui disait le soft power, ça ne marche pas, c'est le hard power, d'une certaine façon. Oui, c'est le hard power, mais de toute façon, le terrorisme, c'est pas du soft power non plus. Donc, Très bien. Alors, l'homme d'entreprise, Xavier, face à ces contextes géopolitiques, quel est le point de vue d'un DRH, enfin, d'un homme d'entreprise qui a une grande carrière internationale? Bien, d'abord, merci. Je suis ravi de participer à cet événement parce que je suis comme vous dans le public. Un homme d'entreprise, il attend et il écoute les spécialistes. Donc il y a une question qui est posée. Et nous, dans l'entreprise, la géopolitique, ça nous intéresse beaucoup parce que ça nous impacte fortement. Donc, à l'occasion de ce débat, moi, je vais apprendre beaucoup de choses qui vont probablement contribuer et influencer sur la stratégie de notre groupe. Ce que je peux partager avec vous, effectivement, c'est... Un mot sur SOR, quand même, juste. Oui, alors très rapidement, on sert 20 millions de clients. Notre rôle, c'est simplement de rendre l'eau potable, la distribuer à travers des canalisations qui représentent 7 fois le tour de la Terre. Et qui perdent beaucoup d'eau. Et qui perdent beaucoup d'eau, et ça dépend des pays. On pourra y revenir, parce que c'est aussi un élément de géopolitique sur ce sujet, parce qu'il y a des décisions qui sont très politiques sur le domaine de l'eau. Et on produit partout, dans tous les pays, on a des usines dans tous les pays. Et ça veut dire que derrière, on aura quelques discussions sur probablement la chaîne d'approvisionnement et les impacts, et comment nos stratégies ont été repensées à ce titre. Nombre de salariés, nombre de pays? Alors on travaille dans quasiment tous les pays du monde, mais on a pratiquement une grosse base en Europe, une grosse base maintenant au Moyen-Orient, et puis les États-Unis, bien sûr. Les États-Unis, c'est un incontournable. Et par contre, nous ne sommes pas en Chine, mais pour d'autres raisons. Voilà. Et puis pour préciser, nous sommes ce qu'on appelle une OIV. Une organisation d'intérêt vital, c'est-à-dire que nous sommes soumis de par l'État en France à un certain nombre d'obligations. Nous faisons par exemple partie des entreprises qui ont été amenées à travailler de manière obligatoire pendant la période du Covid. Donc il y a un certain nombre de choses à mettre en place. On a des officiers de sécurité aussi, bien évidemment, habilité confidentielle défense, parce que l'eau, c'est un enjeu stratégique. L'air, c'est dur de vous en priver. Mais l'eau, c'est pour être assez simple. Donc bien évidemment, vous comprenez que si vous n'avez pas d'eau, très immédiatement, les conséquences sont dramatiques pour l'ensemble des pays, et je pense qu'on y reviendra. Donc voilà quelques éléments qui font que sur ce débat, moi je suis très intéressé d'entendre ce qui va se passer, et sur lequel on est un sujet. J'entendais tout à l'heure parler de l'ingérence. L'ingérence, elle est à tous les niveaux. Je vais juste dire 2 mots sur ce sujet. Dans les entreprises, on est bien évidemment les victimes de ces ingérences. On est victime à travers l'espionnage, et il y a des techniques d'espionnage qui sont phénoménales. Et nous, on n'est pas dans l'industrie de la défense, mais j'échange très souvent avec certains de mes collègues. C'est assez phénoménal, et je pense que Madame Loiseau connaît très bien le sujet. On est aussi là pour être testé. Parce que si derrière vous arrivez à bloquer ou paralyser les productions d'eau potable, bien évidemment, ça perturbe clairement l'économie. Et puis le dernier point, il ne faut pas oublier qu'en Ukraine, une des premières infrastructures qui a été touchée, c'est les barrages. Parce que les barrages sont source de production d'électricité et source d'énergie. Donc là encore, ça nous ramène à notre domaine et au domaine de l'eau, puisque l'énergie, c'est un essentiel aussi en cas de conflit. Donc je rejoins ce qu'évoquait tout à l'heure, hard power, soft power. Soft power très puissant, mais pour moi, ça vient après. Parce que si vous n'avez pas d'énergie ou pas d'eau, je pense que la première chose, ce sont ces 2 enjeux de hard power. Le nombre de salariés? Ah, pardon. On est 15 000 personnes. D'accord. Voilà. Bien, nous allons, vous voyez, on est absolument dans les temps. Hein, il est 11h26, chrono, donc vous avez fait le job, comme on dit. Alors, quand on a préparé cette table ronde, vous avez évoqué un certain nombre de sujets. C'est toujours compliqué de trouver des thèmes un peu transversaux, mais quand même. La première question traite de la question du multilatéralisme, difficile à dire. Comment va-t-il évoluer d'ici 2030 ? Et Sylvie, vous avez parlé de multipolarité, donc vous pourriez commencer par répondre. Et puis,
Qui veut répondre à cette table Ouais. ronde? Alors, dans la suite de ce que j'ai dit, en réalité, cette politique de l'homme fort est assez liée à la multipolarité et au caractère transactionnel aujourd'hui de la position des États ou des dirigeants. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait ce qu'on appelait le multilatéralisme, dont l'ONU, évidemment, était le saint des saints, en particulier le Conseil de sécurité. On peut constater que dans les guerres actuelles, sauf de manière marginale, le Conseil de sécurité a disparu. En plus, se posera, puisqu'on dit les relations internationales demain, celui de la légitimité d'un Conseil composé des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'un certain nombre de puissances émergentes qu'on qualifie aujourd'hui de Sud global sont là. La multipolarité, c'est bien en soi, hein, ça n'a rien de critiquable, mais ça veut dire aussi que chacun des pays décide en fonction de ses intérêts, à la fois ses relations, ses positions, et qu'il n'y a plus de règles. Et pour moi, la multipolarité, d'une certaine manière, tuer le multilatéralisme. Vous pourriez donner une définition précise? Sur la multipolarité? Oui, très. Oui, bien sûr. C'est que autrefois, vous avez eu un monde bipolaire du temps de la guerre froide, unipolaire à la suite de la chute de l'Union soviétique, où c'est Hubert Védrine qui parlait de l'hyperpuissance, où les Américains étaient les gendarmes du monde, faisaient des interventions. Bon, on connaît celle en Irak qui était totalement illégale, et c'est là que effectivement on a commencé à nous reprocher le deux poids deux mesures. Et aujourd'hui, il n'y a plus un pôle ou deux pôles, c'est multipolaire, c'est-à-dire que l'Inde est une puissance, que la Chine, les États-Unis bien sûr, la Russie, la Turquie, l'Iran, le Brésil, tous ces pays décident d'agir en fonction strictement de leurs intérêts. Alors qu'autrefois, les années 90, le début du XXIe siècle, il y avait quand même un certain nombre de règles qui étaient respectées par tous, c'est-à-dire on bannissait le recours à la force. Aujourd'hui, on est dans ce monde-là. Nathalie? Oui, évidemment, pour aller dans le sens de ce que Sylvie a dit, pendant des décennies, on a essayé de faire primer le droit sur la force. Alors, ça n'était pas parfait. Dire qu'il y a eu un âge d'or du multilatéralisme serait très exagéré, parce que souvent, le Conseil de sécurité a été paralysé pendant la guerre froide, notamment. Mais aujourd'hui, très clairement, la plupart des grandes puissances s'assoient sur le droit international. Parce que la plupart des grandes puissances ont retrouvé un goût pour l'impérialisme. Et c'est ce qui fait que nous autres Européens, qui avons cessé d'être impérialistes quand nous avons décolonisé, sommes dans une incompréhension totale. Nous autres Européens, nous avons construit l'Union européenne sur la règle de droit. L'Union européenne, c'est d'abord un empilement, parfois d'ailleurs assez effroyable, un empilement de règles. Et c'est la promesse, évidemment, de la paix et la fin de l'impérialisme. Et on se réveille, on s'est cru dans une île. Si nous sommes dans une île, c'est au milieu d'un océan déchaîné, avec la mer qui monte, avec non seulement la Russie qui considère que ce qu'elle a promis, ce à quoi elle s'est engagée, par exemple sur l'Ukraine, le mémorandum de Budapest, qui consistait à s'engager à respecter les frontières de l'Ukraine et sa souveraineté. Ça n'existe plus. La Chine, vis-à-vis de toutes ces îles disputées par rapport au Vietnam, par rapport aux Philippines. Finalement, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est négociable. Mais si vous ajoutez que quelqu'un comme Donald Trump dit « moi, il me faudrait le Groenland », là, on est quand même sur complètement autre chose. J'ai eu la chance d'aller au Groenland il y a 3 mois de ça. Et je vais juste décrire ça très rapidement, parce que je pense que ces atteintes par l'Occident ou par la puissance américaine contre le multilatéralisme servent autre chose que ce qu'ils croient. Au Groenland, des influenceurs sont venus, le tristement célèbre Charlie Kirk, qui a été assassiné, qui ne le méritait pas, mais qui n'était pas un héros non plus, était allé au Groenland pour expliquer aux Groenlandais à quel point le Danemark était un pays impossible, à peu près comme Wagner l'avait fait sur les Français en Afrique.
Les Groenlandais ont écouté avec beaucoup d'attention. Tous ces influenceurs ont remué tout ce qu'il peut y avoir de tragique dans la relation entre le Danemark et le Groenland. Tout ça est remonté à la surface. Qu'est-ce qu'ils en ont conclu, les Groenlandais? Qu'ils étaient plus indépendantistes que jamais, ça c'est une chose. Que ces Américains arrivaient avec leurs gros sabots et qu'on les voyait venir de loin, et non merci. Et que finalement, le pays le plus sympathique, celui qui avait des moyens et qui ne leur disait rien de tout ça, c'était la Chine. Et très souvent, les coups de boutoir de Donald Trump contre le multilatéralisme font un boulevard à la Chine qui occupe les organisations internationales, s'en sert à son profit. Et ça n'est donc pas une bonne nouvelle de ce point de vue-là non plus. Frédéric. Oui, le multilatéralisme dont on parlait, mes amis et voisines, ça a duré 2 décennies. Hein. Enfin, 2 décennies et demie. Hein. Pardon, moi je considère que ce n'est pas, encore une fois, sur des temps longs brodéliens de l'époque des annales, ça a été une parenthèse enchantée et heureuse. Mais c'est pas la norme. Hein. Je suis désolé, c'est pas la norme des relations internationales depuis les premières cités sumériennes. Hein. Donc là, voilà, nous on a eu la chance de le vivre. Bah maintenant, il faut passer à autre chose. Hein. Et c'est autre chose. Il est archi classique, il est assez connu. Je ne suis pas en train de vous dire que l'Europe, en faveur de laquelle évidemment je suis, et en faveur de la montée d'une Europe puissance, et pour cause, hein, doit revenir à une forme d'impérialisme. En aucun cas. Mais en revanche, c'est le seul moyen pour nous de nous défendre. Alors ça j'en suis intimement convaincu, je pense qu'on y reviendra. Deuxième point, M. Trump fait preuve d'un mercantilisme absolu. Donc il n'a pas d'alliés, il n'a pas d'ennemis, il a des clients et des fournisseurs. Et de ce point de vue-là, on se retrouve, nous autres Européens, alors peut-être plus particulièrement encore les Allemands, et peut-être d'autres pays, mais notamment d'Europe, notamment les Allemands, on se retrouve effectivement en porte-à-faux par rapport à quelque chose que nous avons sans doute surestimé, c'est-à-dire la pérennité quasi, ou j'allais dire l'espoir d'une perpétuité de citoyens du Michigan et de l'Alabama qui continuera à payer pour notre défense, nous qui nous situons à 5, 6 ou 8 000 kilomètres de ces gens-là. Franchement, quand vous discutez avec des Américains, y compris des Américains, je veux dire, des gens très modérés, qui n'étaient pas forcément favorables à Trump, des démocrates, etc. Oui, ça c'est un argument qu'on a du mal à continuer à faire valoir. Hein. Payer pour notre sécurité. Alors en plus de ça, les Allemands, ils considéraient qu'ils devaient être protégés par les Américains face à une très grande menace russe dont ils achetaient, à laquelle ils achetaient dans des quantités phénoménales de quoi produire des produits industriels qu'ils allaient revendre à cette menace terrifiante. Hein, certains produits faisant concurrence aux produits américains, sachant que les Américains les protégeaient. FDG, foutage de gueule. Pardon, fin de citation. Hein, récemment, c'est un Américain, enfin franco-américain pour être très honnête, qui me disait ça. Il n'a pas du tout voté pour Trump. Ça, c'est le deuxième point. On a affaire à un mercantilisme absolu, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Nathalie. De ce point de vue-là, on se retrouve dans un monde différent où la nature des rapports de force change de la part de notre allié. Et puis le dernier point, moi je suis tout à fait en désaccord par rapport au fait que nous sommes en désaccord. Je sais que j'avais déjà fait celle-là. Mais en fait, on parle de la même chose. Mais tu parles de seigneurs de la guerre, de groupes terroristes, de boîtes de la tech. La boîte de la tech, pour être honnête, c'est un petit peu nouveau. Parce qu'à l'époque, entre les arcs à flèches et les arbalètes, c'était pas fondamentalement important. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus important. Pardon, je constate que les terroristes, des seigneurs de la guerre, des boîtes de haute technologie, enfin très avancées, ont beaucoup de difficultés à faire plier l'État américain. Trump, lui, le fait plier dans tous les sens, sur la base d'un grand n'importe quoi et parfois d'un mercantilisme absolu. Mais c'est le chef de l'État américain. Donc l'influence de ces acteurs non étatiques, tu as raison, elle est très importante. Tiens donc, tu as évoqué le terrorisme au Sahel. Ah ben bien sûr, c'est les 5 pays les plus pauvres du monde. Je vous ai bien dit que le Burundi était faible, non pas d'être un État, de sa faiblesse. Le Mali, le Niger sont des États objectivement faibles de leur faiblesse intrinsèque qu'on pourrait établir, qu'on pourrait définir sur la base d'un manque de critères de la puissance. Mais certainement pas d'être des États. Et dernier point, lorsque les Européens, dans les années 80, 90, 2000, étaient unis
face aux États-Unis, et c'était pas les États-Unis de Trump, les États-Unis sérieux, dotés de présidents sérieux, sur l'aluminium, sur l'aviation, sur l'acier, sur l'agriculture, lorsqu'on était unis pour négocier de manière un petit peu ferme, de manière digne avec eux, ils étaient bien obligés de négocier avec nous. Encore une fois, il faut être unis, forts, non naïfs, et pas seulement entretenir la dimension économique de la puissance, mais aussi la dimension politique, attention, je vais dire encore un gros mot, c'est-à-dire donc aussi militaire, de la puissance. La puissance, pour moi, c'est deux dimensions. Elles s'entrecoupent très souvent, bien sûr, mais néanmoins, elles existent. Il y a une dimension économique au sens large du terme et la dimension politique qui inclut le militaire. Xavier, un point, est-ce que ça touche l'entreprise ? Oui, ça nous touche beaucoup parce qu'en fait, nous aussi, on a cru à beaucoup de choses. Maintenant, cette paix éternelle qu'on voyait, ça s'appelait la globalisation chez nous. Voilà, donc le monde, c'était un seul monde. Donc c'était simple, on mettait une usine à droite, on prenait des bateaux et avec les containers, on faisait le shipment. Et puis on répartissait un petit peu nos productions. Donc une usine était spécialisée dans telle pièce, et puis une autre dans telle pièce, puis on allait assembler dans tel pays. Tout ça fonctionne très très bien, sauf que, et la crise du Covid nous a un peu alertés sur le sujet, tout d'un coup, quand les chaînes d'approvisionnement se rompent, on est désemparé. On n'avait pas de plan B. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle une évaluation des risques majeurs. Et la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui passe parmi les premiers risques importants, parce que si on n'a pas des plans de substitution, des plans B, on risque très vite de se retrouver confronté à une pénurie dans l'approvisionnement. Il n'y a qu'à le voir de temps en temps, quand un bateau s'échoue dans un détroit, tout d'un coup, tout est perturbé. Et voilà, nous aussi, on a vécu un petit peu dans cette illusion. Et c'est pour ça que maintenant, on a compris que c'était plus du tout le cas et que ça va nous forcer à changer notre stratégie et à avoir des réflexes de production locale. En tout cas, qui sont encouragés aux États-Unis très fortement par le président Trump. Voilà, je t'en prie, tu voulais... Non, vas-y. Il y a sur le plan des ressources humaines, puisque vous êtes un spécialiste des ressources humaines, eh bien on voit bien les tendances aujourd'hui des stratégies internationales, c'est de localiser, de régionaliser, de faire du multipolaire en fait, en quelque sorte. Alors, on vient de parler des États-Unis. Bon, on va en reparler quand même un peu, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler, surtout avec ce fameux plan de paix qui vient de nous arriver. Bon, peut-on parler de repli américain au profit de la Chine dans l'écosystème mondial et quid de leur rivalité ? Nathalie, je démarre ? Oui. Bon, je démarre. On s'est beaucoup trompé quand on a cru que America First, ça voulait dire le retour de l'isolationnisme américain. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est l'Amérique qui marche sur les autres quand elle peut, ou qui deal avec les autres quand ça lui rapporte, mais c'est certainement pas une Amérique qui ne s'intéresserait qu'à sa situation intérieure. J'allais même dire, parce que sa situation intérieure est assez mouvementée, Donald Trump est très fort pour créer une nouvelle tension internationale quand ça l'arrange. Vous regardez ce qui se passe en ce moment avec le Venezuela. Il a bon dos, le Venezuela. Alors, j'ai aucune sympathie pour Nicolas Maduro, la question n'est pas là. Mais qu'est-ce que ça tombe bien en pleine question des fichiers d'Epstein, de rappeler que quand même ces narcotrafiquants, faudrait peut-être leur apprendre à vivre et voir éventuellement leur envoyer l'armée américaine. Il les fait déjà exploser sur des bateaux, en plus. Et il a déjà commencé, etc. etc. Donc, c'est pas du tout un isolationnisme classique. C'est du mercantilisme. S'il y a une constante, c'est celle-là. Et on le voit avec l'Ukraine. Je pense que déjà, Joe Biden se serait très bien passé de s'occuper de l'Ukraine. Moi, j'ai le souvenir de m'être rendu aux États-Unis pendant l'administration de Biden avec des collègues polonais, baltes, et on commençait à alerter sur cet amassement de troupes russes de plus en plus flagrant à l'automne 2021, en disant quand même, si c'est juste pour des manœuvres, c'est des très très grandes manœuvres. Au début, quand on alertait, les États-Unis nous disaient « oui, mais la Chine ». Oui, mais la Chine. Et c'était Biden, c'était pas Trump. Et on leur disait, oui, mais enfin quand même, l'Ukraine, ça n'a pas l'air d'être tout à fait pacifique, ce qui va se passer. Et puis, ils ont mis le renseignement dessus, et puis c'est eux qui nous ont alertés, et ils ont été obligés de s'en occuper,
Mais franchement, je pense que Biden lui-même s'en serait passé. Trump n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser du sparadrap ukrainien. Pourquoi ? Pour pouvoir normaliser les relations avec la Russie et faire des affaires avec la Russie, notamment dans l'Arctique, notamment autour des terres rares, notamment autour des nouvelles voies de navigation, puisque lui, c'est drill, baby, drill, vive le changement climatique, profitons-en pour faire du commerce et des affaires. Donc extrêmement présent sur des secteurs et avec des acteurs dont on nous avait dit un peu vite, il y a à peine 2 ans, qu'il se passait des États-Unis. Si vous voyez aujourd'hui le voyage du prince héritier saoudien à Washington, il ne ressemble pas à quelqu'un qui a envie de se passer des États-Unis. Alors, il a promis la Lune et on verra ce qui se passe. Mais enfin, il a quand même tout fait pour se faire bien voir de Donald Trump. Et à peu près tous les dirigeants de la planète en font autant, à l'exception de Xi Jinping, qui a une capacité de riposte en disant bah, tu sais, tes terres rares, je peux fermer le robinet et puis tu vas me dire comment tu trouves que ça se passe. Mais la plupart vont à Washington s'incliner, pas par plaisir, souvent en serrant les dents. Ils en garderont sans doute une forme d'amertume. Et parfois, ils le font parce que nous-mêmes, nous avons été très mauvais. Je pense par exemple à ce qui se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous avons été incapables, nous, Européens, de contribuer à la paix. Vraiment incapables, alors que c'était vraiment notre rôle et qu'on nous le demandait vraiment. À la fin, l'administration Biden en a été incapable aussi. Et à la fin, Trump arrive. Les Arméniens ont été très malins. Ils lui ont dit, vous savez, il y a du business à se faire. Si on fait une route entre l'Azerbaïdjan et son enclave du Nakhitchevan, on va l'appeler la route Trump de la paix. Et vous allez voir le fric qu'on va se faire avec ça. Bah, ça a marché. Et pour le moment, ça fait des mois qu'il n'y a plus un coup de fusil entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc pas de repli américain, ça c'est... Non, c'est évidemment, non seulement c'est America First, mais il disait c'est only America First. C'est seulement, effectivement, l'Amérique en premier. Et ça, c'est une évidence. Mais cela dit, il ne faut pas trop se faire d'illusions non plus. Qu'a fait Joe Biden ? Il était plus courtois, plus aimable, mais c'est quand même lui qui a fait l'accord AUKUS. L'accord AUKUS, c'était la dénonciation de l'accord de long terme entre les Australiens et les Français pour la fourniture de sous-marins diesel. Ça a été un choc énorme. Et d'ailleurs, ces sous-marins nucléaires, les Australiens n'en verront jamais la couleur. Mais enfin, il n'empêche que Joe Biden a agi contre nous. Quand il a adopté ce qu'on a appelé l'IRA également, la lutte contre l'inflation, c'était un plan qui nuisait aux Européens. Donc il ne faut pas se faire d'illusions sur ce que sont les États-Unis. Alors évidemment, Donald Trump est beaucoup plus brutal et ça réveille un peu, mais un peu seulement les Européens. Ils auraient pu le faire lors du premier mandat. Ils se sont dit, ben non, Donald Trump, c'est une exception. Joe Biden, ça va être la normalité. Les Américains, quels qu'ils soient, et ça aurait été pareil avec Kamala Harris, ne s'intéressent plus à l'Europe. Ils ont cette priorité qui est la priorité chinoise. Oui, alors et justement. c'était, d'ailleurs, je ne sais plus quel Américain a dit, votre problème, vous les Européens, c'est que vous n'êtes pas sur le plan géographique sur la bonne carte. Pour la Chine, c'est une rivalité systémique, effectivement, pour la première place. Et ça durera, ce qu'on a appelé le piège de Thucydide, où la puissance confirmée, les États-Unis a peur de la puissance montante. Et c'est ça qui va déterminer l'avenir du monde. Et c'est là qu'il est important que l'Union européenne arrive à définir une place. Et effectivement, là, je crois que c'est Frédéric qui l'a dit, sur le plan économique, mais avec un bras armé aussi. Et ça, on a mis longtemps à en prendre conscience. On le fait seulement maintenant. Moi, j'ai passé 10 ans dans les affaires européennes, comme chef du service de la politique étrangère et de la défense d'abord, ensuite à Bruxelles, comité politique et de sécurité, précisément pour essayer de promouvoir une défense européenne. Bon, on a mis en place quelques institutions et envoyé quelques opérations à l'extérieur qui étaient plutôt positives, mais on était les seuls sur cette ligne-là.
les autres Européens ne voulaient pas d'une Europe puissance, ne voulaient pas entendre parler d'un outil militaire. Donc ça commence simplement maintenant et ça va prendre du temps. Et la réalité, c'est que c'est un peu tard pour l'Ukraine parce qu'on n'arrive pas à se substituer véritablement aux États-Unis. Frédéric veut répondre. Je suis un petit peu, depuis ma thèse de doctorat consacrée à un petit patelin dont tout le monde se fout, dont personne ne parle jamais, qui s'appelle Jérusalem. Je suis un petit peu Moyen-Orient comme garçon, voyez-vous. Et donc, comme ça n'a pas été trop évoqué, je m'engouffre dans la brèche. Évidemment, je suis d'accord avec ce qui a été dit et j'enfonce le clou. Des observateurs vraiment trop paresseux pendant très longtemps ont considéré que le fameux pivot, le terme remonte à Barack Obama, hein, c'est pas Trump, donc pivot vers la Chine et notamment le grand Moyen-Orient vers la Chine, donc les Américains commençaient à trouver un petit peu lassant, peut-être pas assez d'ailleurs lucratif aussi, considérant que de toute façon le problème palestinien était devenu un contentieux local, que ça se gérerait jamais et ça se solutionnerait jamais, donc ça restait de basse intensité. Et il fallait rejoindre, envoyer des troupes, faire des efforts diplomatiques beaucoup plus importants vers l'Asie orientale. Les Américains l'ont fait, mais ils n'ont pas quitté le Moyen-Orient. Et non seulement ils ne l'ont pas quitté, mais enfin, écoutez, pendant 2 ans de crise de guerre extrêmement dure à Gaza, depuis le 7 octobre, on peut remonter d'ailleurs quelques années auparavant aussi, Trump ou pas, c'est pas le problème, vous n'avez sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, on l'a encore vu avec la pauvre abstention de la Russie et de la Chine sur le plan Trump de Gaza. Il vaut ce qu'il vaut. Moi, je le trouve franchement faiblard. Je constate qu'au Conseil de sécurité, c'est pas tous les jours. Profitez-en, c'est pas tous les jours. La Chine et la Russie s'abstiennent. Je peux même vous dire que la dernière fois, c'était, là je parle sous ton contrôle, c'était le 15 mars 2011, parce que c'était l'affaire libyenne qui commençait. On était au début du printemps arabe, et les Français et les Britanniques de concert avaient déposé une résolution demandant la possibilité de soutenir les opposants à Kadhafi. Bref, 2011, on est en 2025. Les Russes et les Chinois se sont abstenus. Il n'y a pas un bâtiment de surface sérieux chinois dans la région. Les chasseurs bombardiers russes sont, hélas pour les Ukrainiens, essentiellement évidemment dévolus à l'espace aérien russo-ukrainien. Et sur le plan économique aussi, en réalité, ce sont essentiellement les Américains qui demeurent. Le Moyen-Orient aujourd'hui est constitué d'États qui sont d'États d'ailleurs et de groupes, je te rejoins, et de groupes qui sont, je ne parle pas des fanatiques du Hamas, je parle de groupes non étatiques, mais qui sont intéressés, y compris religieux, par une proximité avec les États-Unis, sont aujourd'hui rivés sur les États-Unis. Et MBS, effectivement, le prince héritier saoudien, est un exemple paradigmatique. Lui qui va contre son clergé wahhabite, autrement dit extraordinairement violent quand même, salafiste au dernier degré, va demander, ce qui n'était pas le cas depuis le Quincy d'avril 45, où il y avait un accord, mais un accord essentiellement pétrolier d'ailleurs, entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, va demander une alliance militaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Alliance militaire qui existe déjà entre les États-Unis et 12 États sur la majorité des États de ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Écoutez, d'ailleurs, je dois vous rappeler que la France dispose aussi d'un allié très important, en l'occurrence les Émirats Arabes Unis. On a quand même 2 bases très importantes, dont une stratégique sur place, et une base aérienne en Jordanie, ce qui n'est pas rien du tout. Donc on est très loin des Américains, sauf qu'ensuite derrière la France, il n'y a plus personne. Et ça me paraît extrêmement intéressant parce que, là encore, on a confondu la présence, le poids, j'allais dire dans l'absolu, de la présence américaine, notamment dans cette région, et la nature de la présence américaine. Lorsque on évoque Trump qui souhaite croquer le Groenland, effectivement, je te rejoins, ce n'est pas de l'isolationnisme tel que celui qu'on a appris ou qu'on enseigne en première ou en terminale, c'est-à-dire 1919-1941. Ça, c'était un vrai isolationnisme, et encore une fois, je conclus, ça a été en fait une parenthèse de l'histoire américaine. Je ne vais pas remonter, parce qu'on n'a pas le temps, à Monroe en 1823, mais dès 1823, Monroe dit, maintenant, les Européens dégagent des Amériques, les Américains, et envoient déjà une flotte, qui était une flotte à l'époque modeste, mais en Méditerranée, nous sommes en 1823. Pour l'entreprise, il n'y a pas de repli américain. Vous n'êtes pas en Chine, donc pour pas l'entreprise, et on va y revenir. Alors, pour l'entreprise, il n'y a pas de repli américain. La différence pour l'entreprise, c'est une vitesse de croissance qui est différente. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est toujours un marché incontournable, bien évidemment. Et il n'y a pas une seule entreprise multinationale qui se dirait « je ne vais pas être aux États-Unis ». Très clairement, le marché est beaucoup trop important. Par contre, je le rappellerai, quand on parle croissance de la flotte, par exemple,
les Chinois produisent 4 fois plus de bateaux dans le même temps que les Américains. Donc c'est une accélération extraordinaire de la Chine qu'on a vu dans l'entreprise, et pas pour citer, dans d'autres entreprises où j'ai travaillé. La France était notre premier pays. En quelques années, la Chine est devenue notre premier pays au niveau mondial, avec une croissance énorme. Mais pourquoi pas dans l'eau ? Parce que dans l'eau, vous avez des très grandes compagnies dans l'eau qui sont des compagnies chinoises. Les Chinois ont bien compris l'intérêt stratégique de l'eau. Donc ce sont des compagnies qui sont opérées ou dont la technologie a pu être importée, mais comme vous le savez, ils développent leur propre technologie. Aujourd'hui, et dans une entreprise, c'est très important pour la technologie, et on va y revenir, mais aujourd'hui, la première transmission quantique, elle a été faite par les Chinois. Quand l'ISS va être retiré, la seule station spatiale qui va rester, c'est la station chinoise. On ne parle jamais des taïkonautes. Les plus grandes sorties dans l'espace, les taïkonautes. Au point de vue technologie, aujourd'hui, quand vous avez regardé les dépôts de brevets, le niveau de technologie que vous avez en Chine est exceptionnel. Donc, pour une entreprise, là encore, c'est très important. Parce que si on veut rester compétitif, on se doit d'accéder à la meilleure technologie au meilleur prix. Je viendrai à un dernier point là-dessus, parce que ça m'y a fait penser tout à l'heure sur l'impact de la technologie. Je remonte très très loin. Azincourt, la défaite de la chevalerie française, les arcs et les flèches en face. La question qui se pose, c'est pourquoi on n'en disposait pas alors que cette technologie, on pouvait l'avoir. C'est qu'à l'époque, et là j'en viens à la question de mentalité qui probablement rejoint les enjeux de géopolitique, ce qui s'est passé, c'est qu'en France, on n'a pas voulu donner aux paysans du matériel. Et il n'y avait que les nobles et les chevaliers qui, derrière, et donc la défaite de la chevalerie française est aussi liée à un contexte où, localement en France, on s'est opposé à la transmission d'armes, de nouvelles technologies, quelque part, à une classe qu'on ne daignait pas considérer. On a le même enjeu aujourd'hui quand vous regardez l'IA. Aujourd'hui, on n'a pas en Europe un équivalent de Palantir. Palantir, c'est une technologie extrêmement importante. Donc nous, pour les entreprises, notre enjeu, quelque part, c'est d'avoir cette technologie et s'assurer, je rejoins le plan Draghi, il faudrait que l'Europe nous aide par rapport à ça pour qu'on puisse y être. Et le dernier point, ça pose la question de la nationalité de l'entreprise. Et c'est un point à aborder. Aujourd'hui, comme je l'évoquais, les entreprises en Chine sont des entreprises entre guillemets du parti. On l'a vu avec Jack Ma, qui gentiment a disparu pendant 9 mois avant de revenir avec la bonne doctrine de gestion de l'entreprise. Vous voyez Elon Musk et aujourd'hui tous les géants de la tech qui sont assemblés par Trump à la Maison-Blanche et qui sont quelque part, entre guillemets, sous son contrôle. La question, c'est nous en Europe, notre nationalité, pouvons-nous pouvoir faire ? Mais c'est là que le plan Draghi intervient et je suis curieux d'entendre nos experts sur ce sujet aussi. Et sans parler pour l'entreprise, évidemment, quand on travaille aux États-Unis, on a quand même un impact, notamment sur les politiques de diversité et d'inclusion, si je prends ces aspects évidemment très clairement, avec les enjeux de Trump. Oui. Et puis un détail tout bête, hein, mais moi je ne vais pas en vacances à Cuba, parce que sinon je ne peux jamais me rendre aux États-Unis. On oublie. C'est des choses comme ça. Je vais à la République dominicaine, mais pas à Cuba. Donc il y a quelque chose de très puissant. Et dernier point que j'aimerais souligner dans ce qu'on évoquait, quand on part aux États-Unis, on n'emmène pas forcément son téléphone portable d'entreprise. Parce que vous savez que la loi américaine autorise maintenant, à la douane, si vous voulez rentrer sur le territoire, à vous forcer à ouvrir votre iPhone pour derrière accéder à vos contenus. Voilà un exemple d'impact de la géopolitique sur la vie quotidienne de l'entreprise et de ses dirigeants. On avait quand même un dernier thème, à moins que Frédéric vouliez réagir tout de suite, mais courte. Oui, ah bah, très très courtement. Oui. Si je peux me permettre, cher monsieur, à Azincourt, en octobre 1415, c'est pas exactement ça qui se passe. Là où je vous rejoins, c'est que c'est très géopolitique, mais pourquoi ? Parce que la représentation de la noblesse française à l'époque consistait à vaincre sur un cheval. Et qu'il ait plu et qu'il y ait de la boue dans des quantités terrifiantes pendant 15 jours face à des Anglais qui, eux, ont mis pied à terre, qui n'entretenaient pas le même ethos en quelque sorte et ne trouvaient pas particulièrement humiliant, mais très efficace
à l'anglaise en fait, hein, d'utiliser effectivement des arcs et des archers. On avait beaucoup d'archers. On n'a pas voulu quitter nos canassons. C'était vrai à Crécy, c'était vrai à Poitiers, et ça serait vrai encore plus tard à Pavie. Donc on a une question de représentation davantage que de technologie. En revanche, là où je vous suis totalement sur la technologie, c'est sur la surpuissance américaine, sur le plan normatif, juridique et technologique international, avec notamment cette extraterritorialité qui aujourd'hui constitue encore un facteur de puissance exceptionnel. Alors, on a beaucoup parlé du Nord. J'aimerais qu'on termine quand même par cette question sur le Sud global. Est-ce qu'il existe vraiment? Et quid des Afriques? Et je vous laisse tout de suite la parole, puisque c'est vous qui l'aviez évoqué, notamment dans Oui, j'aime bien évoquer le Sud global, parce que s'il y a quelque chose dans lequel je ne crois pas, je veux dire en termes de puissance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une perception, une représentation d'un certain nombre d'États, de régimes politiques, soutenus d'ailleurs souvent par leurs opinions publiques, hein, anti-occidentales, à tort ou à raison d'ailleurs, anti-américains ou américaines, à tort ou à raison. Ça, je ne le nie absolument pas. Et d'ailleurs, la fin de la du multilatéralisme, en tout cas de bidécennal qu'on évoquait, ou tridécennal qu'on évoquait tout à l'heure, correspond effectivement à l'émergence de ce Sud global. La seule chose que je voudrais dire, c'est que, encore une fois, il ne faut pas confondre la réalité d'une nouvelle, enfin, d'une entité, on va l'appeler comme ça, avec sa nature géopolitique. Au sein du Sud global, et notamment au sein du cœur du Sud global, c'est-à-dire les BRICS, les fameux BRICS, il y a des États qui sont techniquement en guerre. Pardon, mais au sein de l'OTAN, personne n'est en guerre. Hein. Ça, y a pas de, ça c'est clair, ça c'est sûr. Hein. Bon, l'Inde et la Chine dans le Cachemire, techniquement, sont en guerre et s'y préparent d'ailleurs à une nouvelle guerre. Et en juin 2020, c'était il y a seulement 5 ans, moins de 5 ans et demi, il y a eu plusieurs dizaines de tués. Il n'y a pas plusieurs dizaines de tués entre des soldats français, britanniques, belges, luxembourgeois, italiens, etc. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Et ce n'est pas tout. Vous avez un certain nombre d'États du Sud qui veulent bien se présenter d'ailleurs comme étant au Sud global, dont l'Arabie saoudite, qui vont rechercher aujourd'hui l'alliance américaine. Les autres États de la région, les micro-pétromonarchies du Golfe, la jouant Sud global à mort, en allant chercher et en maintenant des bases américaines sur leur sol. C'est-à-dire que entre d'un côté le fait de vouloir revenir sur ce qu'a été la colonisation, alors d'ailleurs moins du côté américain, c'était surtout européen, mais enfin bon, à tort ou à raison, en instrumentalisant souvent d'ailleurs cette colonisation, mais enfin pourquoi pas, chacun instrumentalise ce que bon lui semble, vouloir multiplier les accords économiques et commerciaux et ne pas rester, comme par exemple avec un certain nombre d'États d'Afrique subsaharienne francophone, exclusivement rivés à la France. Tout ça, on peut bien sûr le concevoir. À certains égards, je trouve ça même très positif. Mais pardon, ce n'est pas une nouvelle OTAN. Le Sud global, pour l'instant, aujourd'hui en tout cas, n'est pas une puissance globale alternative, par exemple aux États-Unis. Merci Frédéric. Courte réponse. Alors, complètement d'accord avec Frédéric, donc ça va très vite. Le Sud global n'existe pas plus que l'Occident collectif. C'est des paresses de pensée, c'est des formules comme ça. Nous devrions arrêter d'être tétanisés en nous disant qu'en fait tous les autres font beaucoup, beaucoup mieux que nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut être assis sur nos certitudes et notre arrogance, mais nous restons extraordinairement attractifs. Moi, je ne connais aucun espace géopolitique au monde que des États souverains, indépendants ont envie de rejoindre, à part l'Union européenne. Il n'y en a pas. Je ne vois pas diminuer l'envie d'hommes, de femmes, d'enfants de risquer leur vie pour venir vers l'Europe. C'est donc quand même que nous avons quelque chose d'attractif, et je crois que dans ce monde transactionnel, impérialiste, etc., nous aurions tort de soit vouloir copier les autres, et de nous dire après tout le droit, tout ça, on s'assoit dessus, soit de nous excuser de ce que nous sommes en permanence. Apprendre à être puissant, et effectivement, comme le disait Frédéric, avec les enjeux de la puissance, c'est-à-dire une puissance politique et militaire, mais aussi une puissance économique. On parlait du rapport Draghi, la capacité, tout bêtement, d'avoir une Europe de l'épargne et de l'investissement, qui fait que demain, on peut avoir un Palantir européen ou une plateforme et des réseaux sociaux européens qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui. On est en capacité de le faire, il faut se dépêcher, il faut arrêter d'être dans une vision de la règle qui devient de la surréglementation, mais ne certainement pas se dire... Voilà, finalement, le Sud global nous déteste, on ne pourra rien faire avec eux et on est en déclin. Ça n'est pas vrai. Il faut simplement
entendre ce que nous disent les uns et les autres. Nos relations avec un certain nombre de pays doivent passer à l'âge adulte. Je pense notamment avec l'Algérie. C'est-à-dire que la complaisance mémorielle, ça ne marche pas, et le bras de fer, ça ne marche pas. Moi, je suis née après les indépendances, et j'aimerais que tout le monde prenne la sienne. J'aimerais qu'on se parle entre France et Algérie, comme entre des partenaires qui se respectent, mais qui sont respectés aussi, par exemple. Nathalie, vous avez commencé à répondre à la question d'un de nos amis étudiants. Rapide. Oui, mais le Sud global est effectivement très hétérogène. Ce n'est pas une alliance. Il y a des pays qui sont en désaccord. On peut quand même constater que quand Donald Trump s'en est pris à l'Inde en voulant imposer des tarifs de 50%, Narendra Modi s'est précipité en Chine et on a eu une extraordinaire photo justement de ces membres du Sud global. Ils ont mis en place les deux institutions, donc les BRICS et l'Organisation de la coopération de Shanghai. Souvenez-vous qu'à une époque, on ne parlait que du G7 et qui se prenait pour un directoire mondial. Aujourd'hui, l'Inde est passée avant le Royaume-Uni en termes de PIB et l'évolution se poursuit en ce sens. Alors, je crois, on peut effectivement expliquer que le Sud n'est pas global, etc. Mais ça ne sert à rien d'une certaine manière. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est établir des relations avec chacune de ces puissances qui constituent le Sud global et arrêter de leur donner des leçons. C'est ça qu'ils ne veulent plus. Quand le ministre des Affaires étrangères indien, que j'ai bien connu parce qu'il était ambassadeur à Pékin, dit arrêtez de considérer que ce qui se passe en Europe, c'est l'affaire du monde, alors que ce qui se passe ailleurs dans le monde, ce n'est pas votre affaire. Et c'est ça le ressenti aujourd'hui de ces pays. Et donc, je crois qu'avec chacune de ces puissances, il faut rétablir des relations. Alors, en tant que France, bien sûr, mais en tant qu'Union européenne aussi. Juste une question, combien de pays dans le Sud vous avez? Quasiment pas. Quasiment pas. Quasiment pas. Et par contre, je rejoins ce qui a été dit. Pour l'entreprise, le Sud global, il n'existe pas. C'est des relations avec chacun des pays, c'est des relations avec l'Inde, c'est des relations avec la Chine, c'est des relations avec le Brésil, typiquement. Voilà, nous, on est dans le Brésil. Quand je dis on n'en est pas, finalement, si, on est dans certains pays. Et l'importance pour nous, c'est ce regard que vous évoquez. Aujourd'hui, moi, je conseillerais à tous les jeunes d'ouvrir tous les matins le China Daily, le Times of India, pour voir ce qui se passe dans le reste du monde. Et vous verrez que les gros titres, ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous voyez dans la presse européenne, hein. Donc l'ouverture sur le monde, ça passe aussi par ça. Moi, je les ai dans mes applications, c'est très facile. C'était moins facile il y a 30 ans. Maintenant, tous les matins, je suis un lecteur assidu du Times of India ou du China Daily. Et puis je vais regarder ce qui se passe. Et on voit que l'Europe... Oui, je pense qu'il faut apprendre à se décentrer et essayer de voir ce qui se passe ailleurs, ce qu'on pense ailleurs, pour établir des relations en bonne intelligence. Bien, alors maintenant la parole est à nos étudiants. Nous avons une première question. Oui, bonjour. Thomas Méalé, étudiant en journalisme à l'ISCPA. Tout d'abord, merci de nous donner la parole. J'avais une question concernant l'Europe. Pensez-vous qu'elle a réellement le potentiel pour devenir un acteur géopolitique capable de rivaliser avec la Chine et les États-Unis? Vous avez déjà un peu répondu, mais... Je pense qu'elle le doit. Je pense qu'elle n'a pas le choix, parce que l'idée, c'est pas forcément de rivaliser, mais simplement, c'est de protéger nos intérêts. Et en Europe, il n'y a pas de grands et de petits pays. On s'est longtemps pris, et parfois ça nous arrive encore, pour un grand pays en Europe, en disant mais rien ne peut se faire si la France n'est pas d'accord. Alors d'abord, si, ça nous est déjà arrivé. Et en tout cas, il n'y a pas de grands et de petits pays, il n'y a que des petits pays et ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont petits. Face à Trump, j'aurais voulu qu'on n'ait pas un été de l'humiliation qui a commencé par le sommet de l'OTAN à La Haye, qui était un désastre, et qui s'est poursuivi par Ursula von der Leyen négociant dans un golfe appartenant à Trump en Écosse, et qui s'est pas servi de nos instruments de puissance. C'est-à-dire du fait que nous sommes le plus grand marché solvable du monde, et que ça pèse, à condition de le vouloir. Elle a été encore dans une attitude, je dirais, de servitude volontaire qui ne nous a pas rendu service. Mais on a ce devoir de passer à une Europe géopolitique, une vraie. Alors, ça veut dire pas mal d'évolution, parce que aujourd'hui, tout doit se décider en politique étrangère et en matière de défense à l'unanimité. Donc, il suffit d'un réticent pour qu'on n'avance pas.
Et ça, Vladimir Poutine l'a très bien compris. Il en a trouvé un, puis deux. Il a trouvé Viktor Orban en Hongrie. Il a trouvé Robert Fico en Slovaquie. Il a des attentes vis-à-vis de Andrzej Babiš en République tchèque. Là, je pense qu'il se trompe. Mais il a les chevaux de Troie qu'il lui faut pour qu'on n'aille pas assez vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on continue à dire, on avait dit qu'on ferait tout à 27, donc on fait tout à 27. Non. Et d'ailleurs, on a commencé à faire des coalitions de volontaires. De la même manière qu'on l'avait fait sur Schengen ou sur l'euro. Ceux qui ont le plus envie et qui sont le plus capables doivent se mettre ensemble pour la créer, cette Europe géopolitique, et y inclure ceux qui ont fait la plus grosse bêtise de leur histoire et qui la regrettent amèrement, c'est-à-dire les Britanniques, qui ne demandent qu'une chose, c'est à travailler avec tous sur ces sujets-là. C'est possible. Quand nous le faisons, ça marche, étrangement. Il reste encore à nous en convaincre nous-mêmes et à être plus audacieux et surtout plus rapides. On le voit bien sur la question de l'Ukraine. On le voit bien sur la question de l'Ukraine, et je l'ai vécu de très très près à l'époque, je présidais la commission de la défense. On n'avait jamais utilisé d'instruments européens pour financer l'envoi d'armes létales à un pays agressé. Jamais. Et on avait inventé un instrument quelques mois avant, qu'on n'avait jamais utilisé. Et d'un seul coup, à quelques-uns, et en 72 heures, on a fait les premiers envois d'armes au nom de l'Europe, 500 millions d'euros. Bon, depuis, on est monté beaucoup plus loin. Maintenant, c'est parfois plus difficile. Ça n'est pas si difficile que ça. Il y a un manque de volonté. Je vais revenir sur ce qu'a dit le général Mandon hier, et que je partage de A à Z. J'enlèverai pas un mot, pas une virgule de ce qu'il a dit. Quand il dit simplement, il va falloir apprendre à se faire un peu mal. Oui, on a besoin de plus d'armes pour nous et pour les Ukrainiens. Et ça va nous coûter un peu cher. Et donc, il va falloir accepter de faire ces efforts. Mais ça nous coûtera beaucoup moins cher de les faire aujourd'hui en aidant l'Ukraine que d'attendre de devoir les faire au centuple pour nous protéger, nous, dans quelques années. Sylvie. Alors, moi, j'ai un peu plus de doutes sur l'Union européenne. Alors, cela dit, c'est évidemment quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. On parle de construction européenne qui montre que c'est un chantier effectivement inachevé. La France n'a pas voulu, à une époque où c'était possible, de décider à l'unanimité. À l'époque, j'étais chef du service de la peste, donc j'ai bien connu le sujet parce qu'on avait peur d'être isolé. On était encore à 15, c'était possible de le faire, et maintenant, c'est devenu effectivement impossible. Alors, je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de se réarmer, d'avoir une Europe puissance, de tout faire en ce sens, parce que sinon, on ne comptera pas dans le monde à une époque où c'est le rapport de force qui domine. Mais vous voyez, vous avez parlé tout à l'heure du rapport Draghi. Qui le met en œuvre ? Je veux dire, tout le monde a dit c'est génial le rapport Draghi, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on le fait? Frédéric. Les deux mots que je retiens, mais en fait c'est le même, c'est volonté et vouloir. Tu as dit vouloir et ensuite tu as employé le mot de volonté. Franchement, quand vous regardez l'Union européenne aujourd'hui sur le plan démographique, sur le plan technologique, sur le plan militaire même, sur le plan ingénierial, sur le plan financier, enfin je ne sais pas, si on pose la question de savoir si l'Europe de l'Ouest peut devenir une très grande puissance autour de la CEDEAO, ben, la réponse est non. L'Union européenne ne pourrait pas, non, enfin c'est ridicule. La question, moi je pense que la question c'est vraiment celle de la volonté, c'est pas celle de... Alors après c'est une question extrêmement difficile, mais enfin c'est certainement pas la question de la capacité. Ça, objectivement, on l'aurait. Et là où je suis aussi désolé pour la beauté du débat, mais je suis obligé d'être d'accord. C'est sur le je milite en tant que citoyen, et en tant que géopolitologue pour le coup. Pour ça, c'est une alliance encore beaucoup plus forte entre le Royaume-Uni et la France, parce que nous sommes les deux seuls États de l'espace européen. Je parle de l'espace européen. Là, je parle pas de l'Union européenne, moi. Hein. Là, je vous parle de la dimension politico-militaire de la puissance, et non pas seulement de celle que j'évoquais, c'est-à-dire l'autre, la puissance économique. Donc le Royaume-Uni et la France sont les deux seules puissances de l'espace européen à se représenter encore comme devant demeurer des puissances mondiales. Les deux seuls. Hein. Les deux seuls à avoir encore in extremis les capacités objectives à démontrer qu'elles peuvent l'être, et le faire même si c'est de plus en plus difficile. Et autour de ce noyau, comme il y a eu un noyau économique franco-allemand dans les années 50-60, un noyau politico-militaire qui est dans une certaine mesure d'ailleurs, et qui progresse dans le cadre de Lancaster House depuis 2010, mais enfin qui devrait, me semble-t-il, être davantage promu, c'est-à-dire ce noyau franco-britannique.
Je vais juste dire un mot. Est-ce qu'on en a le potentiel? Oui. Mais je rejoins ce que disait Nathalie, il faut aller très très vite. Nous n'avons pas de grands géants européens. En opérateur télécom, 3 opérateurs aux États-Unis. Combien? En Europe, voilà, plus de 20. Et on a besoin de ces géants demain pour faire face à un monde qui est un monde multipolaire avec des très grands blocs. Deuxième question de nos étudiants. Oui, bonjour, Apolline Navarro, étudiante à l'ISCPA. Merci beaucoup pour la conférence. Donc Sylvie Berman, vous disiez tout à l'heure qu'on était dans un monde de transition. Et justement, moi j'aimerais savoir comment on peut préparer les générations futures aux nouveaux grands enjeux de la société, au niveau par exemple géopolitique, de la gestion de l'eau ou du changement climatique. Je crois qu'on vous y prépare quand même dans les institutions où vous étudiez. Il y a de plus en plus de débats, sur la géopolitique. Vous avez également des événements un petit peu citoyens. Il y a par exemple Open Diplomacy qui forme au G7, aux Nations Unies. Bon, alors évidemment, vous pouvez dire qu'en ce moment, ces institutions sont un petit peu en régression, mais je pense qu'il faudra un jour reconstituer ça. Je pense qu'il faudra réformer le Conseil de sécurité. Alors effectivement, pour l'élargir à des pays du Sud. Donc c'est tout un débat, mais je pense aussi que tant qu'il y a la guerre en Ukraine, tant que la question du Moyen-Orient n'est pas résolue, c'est très difficile de se tourner véritablement vers un monde nouveau. Il faut le préparer. Mais là, je dois dire que bon, j'ai 40 ans de diplomatie, j'ai négocié des accords de paix dans le monde, mais je dois dire qu'aujourd'hui, je suis plus pessimiste que je l'ai été pendant ces années-là. Surtout quand on voit la diplomatie du deal de Trump. On a parlé de l'eau. Une réaction ? Comment sensibiliser, former les jeunes générations ? Je pense que les entreprises ont un rôle à jouer. Et je pense que ce rôle va être de plus en plus important. Et en ce qui concerne le domaine de l'eau, je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, vous savez que la Chine craint la montée de l'Inde. Très clairement, l'Inde est en train de se développer très rapidement. C'est la seule puissance globalement à côté qui a un pouvoir démographique plus grand et une technologie qui est en train de se développer à très très grande vitesse. Qu'a fait la Chine? Elle est en train de construire un barrage au Tibet qui va être 3 fois le barrage de Motuo, qui est 3 fois plus grand que le barrage des Gorges. Pour vous donner un ordre d'idée, ce barrage aura la capacité énergétique de l'ensemble du parc des centrales nucléaires françaises. Et sa particularité, c'est de bloquer un fleuve chinois qui descend en Inde. Et en Inde, ce fleuve s'appelle le Brahmapoutre. C'est le fleuve qui nourrit principalement le Gange. Donc vous voyez comme quoi l'eau peut servir géopolitiquement derrière les intérêts des grandes puissances nationales. Ça, c'est des événements très importants et je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir ce genre de discours d'explication parce qu'aujourd'hui, les gens, sinon, n'ont pas la compréhension de ce qui peut se cacher derrière certains grands projets. Voilà. Garder son destin en main. Voilà, il faut garder son destin en main, en tant que Français, en tant qu'Européen, en tant que ce que vous voulez d'ailleurs, y compris en tant que mademoiselle particulier, en tant qu'humain. Garder son destin en main. Alors comment faire pour garder son destin en main en matière géopolitique? C'est d'être souverain. Et comment faire pour être souverain? C'est être à la fois persuasif au sens positif du terme, regarde ce que j'ai à t'apporter, soit en termes d'alliance, en termes de capacité hydrique, en termes de capacité financière, peu importe. Voilà ce que j'ai, si vous voulez de soft power, voilà ce que j'ai à t'apporter. Mais aussi en termes dissuasifs. Tu peux ne pas m'aimer, en tout cas dans les relations internationales, mais je te préviens, ça va te coûter plus cher de m'attaquer que de ne pas le faire. Ça, pour moi, si vous voulez, c'est l'une des boussoles à la fois, j'ai envie de dire, citoyenne et géopolitique fondamentale. Je pense qu'on doit se pétrir de cette réalité-là. Nathalie ? Moi, j'allais vous dire, notre défense, notre souveraineté, notre démocratie, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des États, bien sûr. C'est l'affaire de l'Union européenne, c'est clair. C'est votre affaire à vous. Regardez, on a beaucoup parlé de Chine il y a quelques temps. Personne n'est obligé d'acheter de la fast fashion. Personne. Et je peux vous assurer que c'est le consommateur qui a le pouvoir face à ces grandes entreprises qui détruisent des emplois et qui détruisent la planète. Parlons des réseaux sociaux. Il faut évidemment que les médias fassent le saut
pour aller en ligne et pour aller sur les réseaux sociaux, parce qu'en dessous de 30 ans, on ne s'informe plus à la télé, on ne s'informe plus à la radio et on ne s'informe plus dans les journaux. Donc c'est aux médias de s'adapter. C'est à vous de ne pas être l'esclave des algorithmes, mais c'est à vous de manipuler les algorithmes. Un algorithme, c'est une rencontre entre une offre et une demande. Si vous acceptez de toujours regarder davantage les choses qui vous plaisent, alors vous allez devenir complètement idiot. Vous allez être enfermé dans une bulle informationnelle. Si vous jouez avec ça pour aller voir autre chose, comme aller voir Times of India ou China Daily, mais pas que, vous allez reprendre le pouvoir. Et nous devons vous y aider. Par exemple, je porte très fortement l'initiative qui est celle de Reporters sans frontières, qui est de forcer les plateformes à mettre en avant, à donner plus de visibilité, pas au contenu d'un influenceur qui peut être lui-même influencé, mais à du journalisme professionnel, ce qu'on appelle la due prominence, faire que la véracité surpasse la viralité. On a une part à faire, nous, politiques, mais vous, au bout de votre écran et de votre téléphone, vous avez votre part à jouer. Alors, ce qui est formidable, vous venez de signaler un phénomène qui a été dénoncé par Bruno Patino, le président d'Arte, qui est dans une autre table ronde, juste à côté, dans le syndrome du poisson rouge. C'était exceptionnel, parce que c'est l'économie de l'attention. Un dernier mot, peut-être ? Non, mais justement, je pense que c'est le moyen de vous informer, de réfléchir. Ben, c'est ce que vous faites là. C'est d'être présent ici, pas seulement à ce débat, mais à tous les débats, effectivement, pour avoir davantage d'ouverture. Oui, mais là, ces rencontres... Oui, ces rencontres capitales sont quand même assez étonnantes. Quand vous regardez vraiment les contenus des 30 débats, il y a quoi de réfléchir. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste 13 minutes pour la salle. Qui veut... Attendez, alors, est-ce qu'il y a un micro pour le... Voilà. Si vous pouvez vous identifier. Oui. Bonjour, Xavier Ducrest, passe-président France d'Handicap International. Vous comprendrez que votre débat m'intéresse au plus haut point, notamment sur le soft power. On n'a pas du tout abordé ce qui s'est passé avec USAID et les décisions de l'administration Trump, c'est-à-dire les coupes en 48 heures de toute l'aide humanitaire qui cascade aujourd'hui sur l'aide de tout le monde associatif, même national. Qu'en est-il pour vous de cette déstructuration complète des systèmes de santé, des systèmes économiques, des systèmes d'éducation, de tous les systèmes qui faisaient que ces pays-là tenaient, parce que demain, qu'est-ce qu'on va faire de cette disparition de ce soft power ? Mais le soft power n'a pas disparu. Simplement, effectivement, les Américains en ont perdu un petit peu. Il y avait une caricature, je ne sais pas si c'est dans le Times of India, où vous aviez le dragon chinois et l'ours russe, justement, et puis en face, vous aviez Donald Trump qui rapatriait les paquets de dollars de l'USAID. Puis à un moment, il se retourne et dit « Surtout, n'en profitez pas pour exercer votre propre influence ». Et ils ont répondu « Bon, naturellement, ça ne nous est jamais venu à l'idée ». Mais c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette influence un petit peu du Sud global, tout ce discours sur l'arrogance occidentale, parce que Donald Trump se défait de ces outils, alors qu'ils ne sont pas seulement du soft power, parce que l'argent, c'est du hard power, mais ça a bien évidemment une grande influence dans le monde. Et puis, moi, j'ai connu une époque où il y avait une émergence de la Chine et on expliquait que, de toute façon, il n'y avait aucun soft power chinois, c'était uniquement Hollywood, les Américains. TikTok, aujourd'hui, c'est quand même absolument incroyable, parce qu'en plus, TikTok défend en Occident des choses qu'il ne répandrait jamais en Chine. En Chine, tout est contrôlé, mais l'influence de TikTok est incroyable. Je rebondis sur TikTok juste pour signaler que TikTok est le premier réseau de propagande djihadiste au monde. Évidemment, n'essayez pas de faire de la propagande djihadiste en Chine. Enfin, je vous le déconseille vivement. Merci de cette excellente question parce que le départ de l'USAID nous a permis de mesurer à quel point nous, Européens, avions été négligents sur notre voisinage immédiat dans les Balkans, dans les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, en Europe de l'Est. Nous avions laissé sous-traiter complètement le soutien aux médias indépendants, le soutien à la société civile aux États-Unis. Il y a même une radio qui s'appelle Radio Free Europe, et on trouvait ça très bien que les Américains aient une radio qui s'appelle Radio Free Europe. Comme si ça ne nous concernait pas, nous, au premier chef. Et la bataille qui est la mienne en ce moment, c'est de dire, bien sûr, l'Union européenne ne va pas remplacer l'action de toute l'USAID dans le monde entier, on n'en est pas capable.
Et donc, il va falloir faire quelque chose qu'on déteste faire des choix, faire des priorités sur ce qui compte le plus immédiatement pour nous dans notre environnement. Et ces choix, il est temps qu'on les fasse et qu'on soit présent, parce que je veux bien que la Chine déploie son soft power, mais je pense que la Chine se fiche pas mal de savoir si le changement climatique va pousser des Sahéliens à immigrer encore davantage en Europe. Je pense que la Chine se fiche pas mal, voire est totalement hostile au fait qu'il y a besoin de presse indépendante et pluraliste en Serbie ou en Géorgie, ou d'aider des journalistes russes en exil. C'est nous que ça concerne, parce que c'est là où se passe la ligne de front de la guerre hybride. Et que nous avons le choix entre élargir l'Union européenne ou être encerclés par des pays qui seront à notre porte et qui ne nous seront pas favorables. Donc c'est un réveil douloureux, mais ce qui me choque, c'est le nombre de décennies pendant lesquelles on a trouvé que c'était normal que les États-Unis s'occupent de notre étranger proche. Une autre question, à moins que... Je partage ce qui vient de dire, et j'ajouterais juste que d'un point de vue entreprise, la Chine utilise son soft power pour conquérir des marchés supplémentaires, et c'est au-delà des intérêts simplement humanitaires. Je voudrais rajouter autre chose en ce qui concerne l'Europe. Par exemple, la Chine a développé les routes de la soie. Au départ, elle recherchait des marchés, elle cherchait à écouler ses surcapacités. Puis avec ça, après, il y a des objectifs peut-être un peu plus politiques. Mais ce que me disaient les Africains, en particulier à Pékin, ils disaient, ne vous en prenez qu'à vous-même. Si les Chinois sont là, c'est parce que vous êtes désintéressés de nous, et surtout que vous aviez des conditionnalités à l'aide et que vous ne faisiez plus d'aide à l'infrastructure. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? L'Union européenne vient d'adopter un programme qui s'appelle le Portail Global, qui a peut-être pas autant de fonds que la Chine, mais dont le but, en fait, est le même que celui des routes de la soie, c'est-à-dire de fournir aussi des infrastructures à des pays qui en ont besoin. Autre question. Si vous n'en avez pas, il y avait une... Ah, s'il vous plaît. Il y a une question, oui. Bonjour, Gabriel Chevalier, je travaille chez Deuton, on fait de la pédagogie sur la transition écologique notamment. Et ma question, c'est du coup surtout sur le lien entre géopolitique et transition écologique, puisque la géopolitique, vous l'avez bien dit, c'est le fait de défendre les intérêts premiers de la nation, et donc ça inclut une tendance à prioriser les intérêts de sa propre nation par rapport aux autres, notamment dans des cas où il y a des difficultés d'approvisionnement ou autres conflits d'intérêts. Donc, j'estime que c'est légitime dans un objectif de géopolitique de prioriser les intérêts de sa propre nation, et néanmoins la transition écologique, c'est un problème mondial dont on doit se saisir tous ensemble, parce que si on ne le fait pas, on va multiplier les cas de conflits d'intérêts, de crises, de fluctuations qui vont exacerber les enjeux géopolitiques. Et donc la question, c'est comment on arrive à faire de la géopolitique tout en arrivant aussi à s'unir sur les enjeux qui nous concernent tous et qui ne peuvent être traités que tous ensemble. On le voit bien maintenant avec la COP, par exemple. Tout à fait. Qui veut répondre ? Alors, c'est une question très centrale, mais qui illustre une représentation, qui est la vôtre. Je pense qu'on la partage tous ici. C'est-à-dire, quand vous dites, mais en réalité, on vit sur la même planète, enfin, pardon, je ne vais pas trahir vos propos, mais l'idée est celle-là, et de toute façon, là, ça dépasse les frontières, il faudra bien qu'on règle ce problème, parce que la transition énergétique est nécessaire pour qu'on puisse continuer à vivre sur cette planète, ça concerne tout le monde, et ça sera, voilà, et personne ne pourra échapper aux différents types de... Mais pardon ? Moi, je connais beaucoup de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de simples citoyens dans le monde entier qui considèrent que ce n'est pas vrai, que de toute façon, Dieu y pourvoira. J'en connais c'est moins à la mode, hein, qui me disent « les dieux y pourvoiront ». Oh, chacun sa mode, on a le droit d'être polythéiste, hein, bien. D'autres, comme Poutine, s'en foutent complètement. Ce n'est pas du tout leur problème, ce n'est même pas une variable de prise de décision. Autrement dit, exactement, et c'est ça, et c'est une opportunité. En réalité, tout dépend de la manière dont vous vous représentez le monde et l'humanité. Et là, je crois que tu l'as dit tout à l'heure,
En Europe, aujourd'hui, c'était peut-être pas le cas les siècles précédents, en Europe, aujourd'hui, nous avons pour l'essentiel, je dis bien pour l'essentiel, des citoyens et des élus, parce que nous ne sommes que des démocraties, imparfaites mais des démocraties, très imparfaites en Hongrie, mais enfin des démocraties, pour l'essentiel, et qui sont moins, voire plus impérialistes, et dont les variables de prise de décision et les représentations sont effectivement plus humanistes. Attendez, pendant combien de temps ? Quelqu'un m'a susurré à l'oreille tout à l'heure que dans 1 an et demi, il y avait des élections présidentielles en France. Vous le confirmez, c'est vrai ? C'est vrai ? Non, voilà. Non, bien sûr, on ne fait pas de politique ici. Mais rien n'est jamais acquis, cher monsieur. Donc moi, je partage le fait que tel et tel État, par exemple en 98-99, la Turquie et la Syrie, au bord de la guerre sur des questions liées au débit de l'Euphrate, aient trouvé finalement un accord. Il a duré ce qu'il a duré, mais il a duré entre Israël et la Jordanie. Il n'y aurait pas eu l'accord de traité de paix du 28 octobre 1994, en l'occurrence celui de la Harava, si la Jordanie n'avait pas obtenu d'Israël, c'est-à-dire l'indigent obtenait du pauvre, au sens hydrique du terme, 50 millions de mètres cubes d'eau par an, ce qui d'ailleurs, ce qui n'est pas beaucoup, mais pour la Jordanie est énorme. Bon, finalement, ils se sont arrangés. C'est intéressant, ça. Donc, mais ça signifie que vous entretenez la perception d'un mieux, quitte à sacrifier quelque chose. C'est, encore une fois, de l'ordre de l'humanisme, et malheureusement, tout le monde ne le partage pas. Donc il faut qu'en Europe, nous réaffirmions cette nécessité mondiale, globale, de faire mieux, notamment en termes de transition climatique. D'ailleurs, Frédéric, quand on regarde, encore une fois, moi je parle sous l'angle du management que je connais bien, ou des entreprises, on est quand même sur la région européenne le plus haut niveau de protection des travailleurs. Quand on regarde à l'échelon mondial, c'est intéressant, parce que là, on a protection de la planète, protection des travailleurs. Je voudrais juste, Xavier, sur cette question-là, est-ce que les entreprises peuvent, malgré tout, provoquer une prise de conscience mondiale dans d'autres pays, même si ce n'est pas du ressort effectivement des autorités locales? Oui, sur la transition écologique, en tout cas, c'est la politique de notre entreprise et beaucoup d'entreprises européennes. On a une vision sur ce sujet qui parfois rentre en contradiction avec certains chefs d'État. On l'a vu notamment avec ce qu'on évoquait avec le président Trump. Mais je crois que ça, c'est peut-être une particularité, une force de l'Europe. On a une certaine culture, cette culture européenne. On n'a pas été, entre guillemets, impérialiste dans le sens où on n'a pas dit c'est la seule manière de fonctionner, mais on transmet ça à l'ensemble de nos collaborateurs parce qu'on les forme en ce qui concerne notre groupe, quel que soit le pays, sur ce type de points qui, à notre avis, a un impact mondial. Alors peut-être parce qu'on est dans une société de l'eau, parce qu'on le connaît, mais nous, tous nos collaborateurs vont être formés sur ces enjeux, bien évidemment. Très vite, parce que je sais que l'heure tourne. 2 points. Le premier, comment concilier géopolitique et écologie, pour faire simple. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui en Europe, parce que si on veut avoir plus de renouvelables, si on veut avoir plus de voitures électriques, la solution rapide et pas chère, c'est de s'adresser à la Chine. Et c'est donc d'être encore plus dépendant d'un pays qui peut aujourd'hui ou demain fermer le robinet de ses exportations d'un certain nombre de panneaux solaires, de véhicules électriques, etc., etc. On doit pouvoir rapatrier et développer notre propre industrie. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Et une deuxième remarque, pour rebondir sur ce que disait Frédéric, on a l'air de penser qu'en fait tous les Européens sont globalement d'accord sur l'importance de protéger la planète, et donc le Green Deal, qui a été le pas en avant européen de ce point de vue-là dans notre dernier mandat. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez un parti politique qui vise à gagner l'élection présidentielle, le Rassemblement national, qui dit jour après jour, et qui vote semaine après semaine au Parlement européen pour dire que le Green Deal est la pire catastrophe que l'Union européenne ait jamais inventée et qu'il faut le mettre par terre. Donc on a un vrai enjeu de savoir demain si nous, Européens, serons toujours aussi exemplaires et aussi déterminés à protéger la planète et à s'occuper des générations futures. Sylvie, vous allez terminer ce débat. Non, moi, je voulais donner un exemple qui était celui de la Chine, qui pendant des années s'était opposée à toute mesure de protection de l'environnement en disant « vous les Occidentaux, vous avez pollué pendant 200 ans, maintenant c'est notre tour, notre priorité c'est le développement ». Alors ils ont évolué, et moi j'étais à Pékin pratiquement le jour où ils ont évolué. Il y a eu ce qu'on a appelé l'Airpocalypse, c'est-à-dire un jour tous les avions, les trains, tout avait été arrêté, on ne voyait plus rien, on ne respirait plus.
Et d'ailleurs, les Chinois qui avaient pratiqué cette politique de l'enfant unique étaient très préoccupés par la question de sécurité de leurs enfants. Le gouvernement chinois avait dénoncé les mesures faites par les Américains sur les particules fines comme des ingérences. Et puis, du jour au lendemain, ils avaient écrit ce jour d'apocalypse particulièrement dur, légère pollution. Et là, toute la Chine a réagi, tous les jeunes ont réagi. Et donc, face aux citoyens chinois qui s'étaient mobilisés là-dessus, la Chine a changé du jour au lendemain. Elle parle aujourd'hui de civilisation écologique. Alors évidemment, ça a des conséquences négatives pour nous. Hein. Mais je donnais l'exemple simplement d'un choix qui peut être fait par un pays. Et aujourd'hui, le ciel est bleu à Pékin alors qu'on ne voyait rien il y a 15 ans. Alors, ils sont encore les plus grands pollueurs parce qu'évidemment, ils ont vécu sur le charbon pendant des années. Ils sont aussi les plus grands producteurs de nucléaire, de renouvelables, etc. Alors, à nos dépens, c'est effectivement une chose, mais ça veut dire effectivement qu'on doit s'organiser davantage, mais qu'encore une fois, les choses peuvent changer et ça peut être pris en main. Bien, merci. Sur ces mots, nous allons terminer ce débat. Il est 12h31. On a tenu le...